Bonsoir Eric. J'ai une question pour vous, même si cette question est peut-être pas, comment dire, euh, ouais, elle peut être sujette à critique, hein, évidemment. En fait, je m'aperçois que je fais tout un travail d'efforts personnels pour finalement vivre dans le monde dans lequel on est, hein, que je trouve quelquefois un peu difficile, notamment pour prendre un exemple concret dans le monde de l'entreprise et tout ça. Et quelquefois, je vois combien des décisions me paraissent totalement absurdes. Et quand je dis absurde, c'est-à-dire ne pas contribuer ni en termes d'efficacité, ni en termes de bien-être finalement pour les employés, pour les gens qui travaillent. Donc en fait, voilà, c'est très, ça dysfonctionne pas mal. Et donc par rapport à ça, je, des fois j'ai des réactions où je me dis, ben, est-ce qu'on dénonce l'absurde ou on attend que ça passe et que de toute façon, on n'a pas forcément, voilà, on n'a pas forcément de prise, hein, sur tout. Et voilà, donc en ce moment, en tout cas, mon attitude balance entre ces deux, ne rien faire et attendre que ça passe, ou dire, dénoncer, parce que effectivement, face à l'absurdité, alors c'est subjectif, évidemment, c'est mon jugement, hein, donc tout ça, j'ai conscience que j'ai pas forcément la vérité, mais c'est vrai que des fois, je constate des décisions tellement stupides que je me dis, ben, voilà, j'ai fait beaucoup de développement personnel, j'ai fait plein de choses et pour autant, voilà, je sais pas comment réagir ou vivre avec cette stupidité voilà, que je constate en ce moment, particulièrement, disons. On vous entend Oui, pas, Eric, pardon, je me permets de oui, préciser. Vous êtes en oui, Eric, silencieux, monsieur il y a Barré. le micro. Merci. Vous n'êtes pas en capacité de choisir ce qui vous touche ou non. Si tel fonctionnement sociétal vous paraît une absurdité ou une chose juste, et si telle réaction intérieure vous paraît juste ou fausse, vous n'avez aucune voie de décision. Donc, vous pouvez uniquement constater votre fonctionnement. Le fonctionnement ne vient jamais d'une décision, il vient d'une constatation des faits. Donc, quand vous allez regarder les événements qui vous semblent vous toucher en ce moment, ces événements vont se conclure. Si vous les regardez de manière non idéologique, c'est-à-dire sans avoir a priori une opinion. Bien sûr, on a tous une opinion culturelle. On n'a pas été élevé vraiment au même endroit, donc on s'est approprié des opinions, des résidus d'opinions locales, tribales. Ça va toujours rester. Mais pas avoir d'opinion dans le sens où pas avoir d'opinion exagérée. C'est-à-dire que je sais que mes préjugés politiques, culturels, sexuels, musicaux sont influencés par, bien sûr, toute mon éducation, toute ma famille, tout ce que j'ai rencontré. Donc, je vais garder ces préjugés parce que il y aura toujours une influence de l'environnement, on n'est pas un être séparé de l'environnement. Mais je vais pouvoir relativiser ces préjugés quand je me rends compte. Mon regard est un regard limité, mais je ne me limite pas par mon regard. Et je sais que ma vision est limitée, que quelqu'un qui serait né ailleurs aurait une autre vision. Donc ensuite, je vais vivre fonctionnellement avec ma vision. Je ne prétends pas être plus intelligent que je suis, ni plus bête que ce que je suis, ni plus courageux, ni plus lâche que ce que je suis. Donc, il n'y a jamais de décision à prendre. C'est comme si on me disait, qu'est-ce qui se passe si je vois un enfant qui tombe et qui s'ouvre la tête sur le sol devant moi, mais je ne sais pas, parce que je ne connais pas vos capacités médicales, vos capacités fonctionnelles dans telle ou telle situation. Donc tout ça va s'imposer à vous et vous suivez ce qui vous est le plus organique. Mais il n'y a jamais de choix. Il n'y a jamais
L'idée de vouloir choisir, c'est vraiment complètement vraiment conceptuel. Vous ne pouvez pas choisir. Vous êtes choisi par la situation. Quand il fait froid, vous ne choisissez pas de mettre un manteau. Quelqu'un qui vient depuis le nord, qui est moins frileux que vous, ben, il n'est pas un manteau. Il ne va pas choisir de ne pas mettre un manteau. Il ne va pas mettre un manteau. Vous ne choisissez pas de mettre un manteau. Quand vous sortez, non, vous mettez un manteau. Il y a une organicité de la vie. Donc, il n'y a jamais de place pour un choix. Le choix, c'est une mauvaise vision. Chaque fois que je pense quel est le bon choix, finalement, le bon choix, c'est de voir qu'il n'y a pas de choix. Et dans ce non-choix va s'imposer ce qui est fonctionnel avec mes capacités. Mes capacités financières, intellectuelles, morales, spirituelles, physiques, sexuelles, je dirais à tous les niveaux. Et quelqu'un d'autre qui aurait d'autres capacités, bien sûr, répondra autrement à la situation. Pour ça, chaque personne a une réponse pour une situation, je dirais, s'il n'y a jamais une situation identique, mais pour une situation similaire, je dirais, ou analogue, chaque personne aura une réaction différente parce que notre corps, notre psychisme, les vicissitudes de la vie, notre expérience, notre intelligence, nos déboires, nos peurs, font que vous et moi, on va agir différemment dans une situation donnée, mais sans qu'il y ait jamais le moindre choix possible. Le choix, c'est un fantasme. Je comprends que les hommes politiques ont besoin de nous faire croire au choix pour vous faire voter. On respecte ça. Mais si on ne veut pas de politique, on n'a pas besoin de ces imaginaires-là. Oui, ce que je comprends, c'est que finalement, ce qui m'agace, c'est parce que je crois que j'ai le choix. Plus que la situation. Vous croyez que vous avez le choix et vous croyez que la société a le choix aussi. Vous croyez que le gouvernement pourrait agir autrement, Oui. que le voisin pourrait avoir moins peur, que votre voisine pourrait être... Non, regardez mieux votre voisin, regardez mieux le gouvernement, regardez mieux l'opposition, regardez mieux le... Et vous allez voir que quand un bébé pleure, il ne peut pas ne pas pleurer. C'est pour ça qu'il pleure d'ailleurs. Et des gens sont des enfants de 2 ans qui pleurent. Le gouvernement pleure, le voisin pleure, votre chien pleure, votre femme pleure. Tous les gens que vous rencontrez sont des gens qui ont entre 1 an et 2 ans d'âge mentaux et qui sont en train de pleurer. C'est pas forcément agréable quand un enfant pleure, mais lui demander de ne pas pleurer, c'est un manque d'écoute. Quand un enfant pleure, il a besoin de pleurer, il ne connaît pas d'autre solution pour dire quelque chose. Voilà. Et donc, la société actuellement nous dit quelque chose. Elle ne connaît pas d'autre solution. C'est peut-être pas un signe de grande intelligence, mais c'est comme ça. Donc, la société nous dit quelque chose à sa manière, le gouvernement dit quelque chose à sa manière, le voisin dit quelque chose à sa manière, notre corps dit des choses à sa manière, etc. Donc, écoutez ça avec la même affection que vous écoutez votre enfant, et ensuite agissez naturellement. Faites ce qui est naturel. Donc, quand vous allez au restaurant, quand vous savez que vous arrêtez de manger, ce n'est pas une décision, mais vous sentez que voilà, ça vous reprenez, ça ne vous reprenez pas. Je ne dois pas reprendre, vous ne dites rien du tout. Sentez-vous, et à un moment donné, vous mangez ça, et ça, vous ne le prenez pas. Vous n'avez rien contre, et voilà, ça s'arrête là. Donc, c'est important ce moment de non-décision, parce que dans une relation affective, à un moment donné, vous allez jusque-là, vous allez jusque-là, puis vous sentez ça, non, ça non. Ce n'est pas une décision. Je ne vais pas plus loin. Donc, dans la vie, c'est très important ce moment de ne pas aller au-delà de l'inévitable. C'est beau dans une relation affective. Vous faites ce qui est... Allez pas plus loin. Donc, quand vous doublez une voiture, c'est pareil, vous n'allez pas au maximum. Il faut garder un peu de réserve. Il y a mieux de doubler une voiture avec élégance et sécurité. Et une manière d'avoir une relation affective avec élégance et sécurité. Et une manière de se relier à la société avec élégance et sécurité. Le monde d'écouter est totalement disponible de ce qui se présente sans le moindre commentaire.
Et là, vous allez voir, encore une fois, selon votre propre technicité affective, vous allez réagir différemment. Si vous avez eu une enfance merveilleuse, sécuritaire et confortable, ou si vous avez eu une enfance violence, abusive, etc., bien sûr, vous réagirez différemment à telle ou telle vicissitude de la vie. Il n'y a pas de réponse juste ou fausse. Ça, c'est le code civil, pour des raisons législatives, qui est obligé d'avoir ces éléments-là. Mais on ne doit pas vivre en fonction du code civil, on vit en fonction de l'évidence de la vie, qui doit s'adapter jusqu'à un certain point au code civil. Très bien. Merci beaucoup, Eric. C'est très éclairant. Merci. Merci à vous. Bonsoir tout le monde. J'avais une question sur la méditation. Quand on est en méditation, on a l'impression parfois d'être désidentifié d'un soi constitué. Qu'est-ce qui explique que quand on arrête la méditation, on a le sentiment que ce soi reprend en quelque sorte forme quelque temps après la méditation? Vous savez, la pensée fonctionne toujours par opposé. Si vous pensez avoir chaud, vous allez penser avoir froid. Si vous pensez être désidentifié, vous êtes obligé de penser après que vous êtes identifié. C'est pour ça que dans l'approche directe, il n'y a pas de méditation formelle. Donc, tant qu'il y a une méditation formelle, bien sûr, vous rentrez en méditation, et puis quand vous sautez une méditation, oh là là, c'est difficile. Vous allez vous mettre en méditation, puis vous allez être tranquille, et puis vous allez sortir, oh là là, vous coucher avec le voisin, c'est pas facile, on devrait refaire la méditation. Pour moi, la méditation ne convient pas à cette chose-là, c'est une forme de fuite. Pourquoi pas? Je veux dire, il y en a qui font de la boxe, il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font du tennis, mais je ne vois pas la différence. C'est une forme de cet oubli, on refuse de faire face finalement à la vie. La vie, c'est ce qui se présente dans l'instant, il y a besoin de méditer. Donc la méditation, dans le sens traditionnel du terme, je ne parle pas du traditionnaliste, mais traditionnel, c'est cette étape, cet arrière-plan. C'est ce qui vous fait le soir vous endormir joyeusement, vous laissez votre femme, votre amant, votre chien, votre enfant, votre travail, vos opinions politiques. Et le soir, qu'est-ce que vous faites? Vous donnez à ce non-être, joyeusement. Vous n'avez pas peur de vous endormir. Voilà, c'est un appel, ça c'est un vrai appel de la méditation. Et le matin, le monde apparaît, votre chien, votre femme, votre amant apparaissent, etc. Et quand cet appel se fait de plus en plus fort, il y a des moments, des fois dans la journée, vous allez naturellement vous asseoir, parce que c'est une position confortable pour le corps humain, et vous allez laisser le cerveau, vous allez laisser le corps, vous allez laisser toute la densification du corps s'effondrer, comme une chape de silence qui vous tombe dessus, et la pensée s'arrête, des fois le battement du cœur s'arrête aussi, beaucoup de choses s'arrêtent physiologiquement, et un peu qu'on peut retourner un peu chez vous-même. Et puis ensuite, de nouveau, on voit apparaître le corps, on voit apparaître la respiration, on voit apparaître le monde, votre chien, votre amant, etc. Donc, quand il y a ces appels, je dirais, organiques, il n'y a pas cette problématique que vous décrivez. Et si j'essaie techniquement, comme les malheureux qui méditent le matin entre 5 et 6, qui s'assoient en méditation et essaient de rien être, je respecte ça, mais ça fait partie de ce qu'on peut appeler la religion. Nous, notre réunion ne situe pas dans un contexte religieux. Moi, je ne suis pas religieux, je ne sais pas ce que c'est la religion. La religion, bien sûr, parle de méditation. Alors, il y a la pureté et l'impureté. Je ne sais pas que chez les chrétiens, je suis très présent dans la tradition hindoue, dans le Veda, très présent chez les musulmans, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste, etc. Et je respecte tout ça. Mais pour nous, ces choses-là n'existent pas.
qui est juste se donner à l'instant, sans résistance, sans la pensée, sans le savoir. Et vous allez voir, dans cette non-résistance, à un moment donné, il n'y aura plus de séparation entre la méditation et la non-méditation. Parce que le corps bouge moins que c'est une méditation. Votre voisin met une micro-caméra dans votre lustre au plafond, il va se dire, ah oui, le matin, à 4-5 heures, il fait de la méditation. Vous ne faites pas la méditation, vous ne faites rien du tout. Uniquement, quand vous avez compris qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie, vous dormez beaucoup moins parce qu'il n'y a plus la peur, il n'y a plus le désir, il n'y a plus le besoin de se réaliser, il n'y a plus besoin de s'approprier le monde, se défendre contre le monde. Donc, le sommeil se réduit, le rêve s'élimine. Et quand vous dormez quelques heures, vous vous réveillez le matin, vous n'allez pas passer l'aspirateur, ça fait du bruit pour les voisins, vous n'allez pas lire parce que vous va polluer le monde. L'électricité, ni polluer la planète en faisant abattre des arbres pour faire des livres. Donc, qu'est-ce que vous faites à 5 heures du matin, 4 heures du matin, quand vous vous réveillez? Et vous vous asseyez. Alors, le voisin pense être en méditation, c'est son problème, vous n'êtes pas en méditation. Vous êtes simplement dans une position confortable, ouverte, dans laquelle la vie s'accomplit. Et dans cette position assise, la vie se réveille petit à petit, le bruit des chiens, le bruit des voisins, le bruit des voitures, le bruit de la vie monte. Et puis quand vous allez ouvrir les yeux à 7 heures, 8 heures le matin, cette espèce de violence du jour, qui est un peu comme une vulgarité, d'ailleurs, à un moment donné, vous allez sentir ce passage de la nuit vers le jour. Et ce passage conscient, c'est une sorte de célébration de la vie. C'est ça qui a donné lieu de manière caricaturale dans les traditions, ce qu'on appelle la méditation, c'est ce passage du non manifesté, du sommeil profond, à l'état de veille, à la manifestation. Mais ce n'est pas une technique, ça ne sert à rien la méditation. Mais ça peut être un appel du cœur, et dans ce cas-là, vous suivez cet appel naturellement. Il va être tôt le matin parce que il n'y a rien à faire. Vous n'avez plus d'imaginaire de devoir vous réaliser sexuellement, de devoir complimenter votre voisin, votre voisine, de devoir aller sur Internet pour s'appeler une affaire à faire au bon coin, etc. Vous avez beaucoup d'espace dans votre vie, la vie facile, quand on ne veut pas ce qui est inutile. Et des fois, dans cette facilité, il y a dans la journée d'autres moments où, comme le monde se réduit, il y a comme vous laissez mourir dans le cœur. Et donc, il peut y avoir ces méditations dans d'autres moments de la journée, jusqu'à ce que petit à petit, la séparation entre ces moments de résorption de la perception et au moment de l'explosion de la perception devient de moins en moins à l'opposé, devient comme une seule chose finalement. Ça, c'est pour nous la méditation organique. Mais c'est normal, dans une méditation formelle, comme pour certains hindous, certains bouddhistes, qui a un peu cette sensation de déstructuration, de restructuration. Donc, et là, je peux vous répondre parce que je n'ai pas d'expérience de ça. Ça fait partie des petites complexités, des voies progressives religieuses, et ce n'est pas dans notre domaine. On parle de choses beaucoup plus simples, il n'y a rien à faire. Donc, il n'y a pas de méditation, pour la bonne raison qu'il n'y a pas de méditant. La méditation implique un méditant, comme il n'y a pas de méditant, il n'y a pas de méditation. Tant qu'il y a un méditant, il n'y a pas de méditation. La méditation, c'est l'absence du méditant. Donc dire je médite, c'est comme quelqu'un qui dirait je suis humble. Non, on ne veut pas être humble. Il y a quelqu'un d'humble, c'est l'arrogance, ce n'est pas l'humilité. On ne veut pas méditer, on ne veut pas être humble. Voir son arrogance, c'est l'humilité. Mais la méditation est sans appropriation possible. En tout cas, dans notre organisation ce soir. Merci.
Bonsoir Eric. Quand on a besoin de plus de sommeil que ces 4 heures par nuit avec un réveil tout apaisé, quand on est fatigué, est-ce qu'il y a moyen de, de sentir cette fatigue, de l'appréhender, de la goûter, j'ai envie de dire, d'essayer de comprendre un peu d'où elle vient est-ce qu'il y a des choses comme ça faisables, une façon de la percevoir, d'en comprendre un peu l'origine pour peut-être l'appréhender autrement? Et nous, on reste, l'approche dont on parle ce soir, c'est une approche pour les imbéciles. Donc, on reste dans les choses vraiment simples. Donc, nous, on n'essaie rien de comprendre, parce que la compréhension va toujours être en fonction de votre niveau intellectuel, et ce niveau va changer constamment. Par contre, c'est très important de ne pas se coucher fatigué. Et vous avez raison, quand on se couche fatigué, bon, on dort 4-5 heures, bien sûr. Il ne faut pas se coucher fatigué, il faut défatiguer le corps le soir. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la sensation je suis fatigué. Donc, il y a fatigue, vous sentez le corps fatigué. Et vous avez plusieurs manières. Vous pouvez prendre une douche froide, 1 minute ou 2 en ce moment. Si vous n'avez pas d'eau, si vous êtes dans le désert, vous prenez un gant de crin, vous frottez votre corps, sauf le visage, quand vous êtes rouge comme une écrevisse. Si vous êtes au Canada, vous ouvrez la fenêtre, il n'y a pas d'eau, vous habillez petite nu pendant 1 minute, fermez la fenêtre, c'est -20. Et ça va amener un retour sur le corps. Et ensuite, vous allez vous allonger et sentir cette réaction du corps. Vous allez vous endormir dans le senti. Pas dans l'idée je suis fatigué. Si je dis je suis fatigué, je m'endors dans la fatigue, je me réveille fatigué. Il faut défatiguer le corps, et défatiguer le corps veut dire sentir la fatigue. Quand on sent le corps, quand on sent la fatigue, on n'est pas fatigué. C'est un peu comme la peur. Quand vous sentez la peur, vous n'avez plus peur. Quand vous avez peur, vous ne sentez rien. Et quand je sens la peur dans le plexus, dans le ventre, j'ai pas peur. Celui qui va sauter d'un pont avec une élastique à la cheville sent la peur, mais il n'a plus peur. Si on a peur, on ne saute pas. Donc, le sentir permet de lever l'appropriation. Donc, il faut retrouver cette sensation du corps fatigué, sans le mot, la sensation. Et donc, après votre douche froide, votre friction dans le crâne, vous allongez sur votre lit, sentez avec les talons, les mollets, les cuisses, les fesses, le dos, les omoplates, la nuque, les bras. C'est quoi votre drap? C'est du lin, du coton, de la rayonne, du méthyle, du synthétique, du fil, de la soie, de la rayonne. Sentez. Ensuite, vous allez dessus. Super. Sentez le dessus du corps. Poitrine, le ventre, le bas-ventre, les cuisses, les mollets, les pieds, etc. Les bras. Alors, simultanément, dessous. Vous avez un peu de chaleur qui va venir. Vous sentez cette chaleur dans le corps. C'est important quand on arrive là. Comme une dynamo, une chaleur qui se fait, qui va se déployer. C'est un peu comme un point culminant, un peu comme une secouer de la poussière monte, puis à un moment donné, la poussière redescend, et cette sensation d'étalement va se réduire, et à un moment donné, tout est réduit, et là, vous êtes dans le sommeil profond. Si vous endormez comme ça, vous avez besoin de 3-4 heures de sommeil, et le matin, le corps est vraiment clair, vraiment selon votre corporalité. Si vous avez été alcoolique toute votre vie, ou si vous avez fait occuper votre corps fonctionnellement, bien sûr, c'est différent. Mais indépendamment de ces modalités fonctionnelles ou non, vous allez vous réveiller vraiment, le corps se réveille. Et là, le corps va s'approprier très vite son environnement tactile. Donc, il faut vraiment se coucher. On ne peut rien faire le matin. On se réveille comment on s'est couché. C'est pas très important de se coucher. Se coucher, c'est avec l'alimentation, la sexualité, le sommeil, c'est les trois axes de l'approche tantrique. Donc, ces 3 axes sont pas intégrés. Pour la majorité des gens, la réflexion spirituelle est une forme de romantisme, un passe-temps un peu inutile. Donc, l'approche du sommeil est très importante. Il faut s'endormir intimement.
Ce qui, pour beaucoup de gens, demande un changement de vie, parce que quand vous avez une femme ou une maman qui se vautre sur vous quand vous vous couchez le soir, ben, c'est plus difficile. Donc, on le fait quand même. Ça demande plus d'entraînement. Si vous êtes un homme d'affaires, si vous êtes au restaurant, si vous vivez en Grèce, si vous allez manger chez des amis à 10h le soir, vous commencez à manger à 11h, vous commencez à manger à 1h du matin, c'est plus difficile aussi de s'endormir dans la tactilité. Voilà, donc il y a différentes manières de vivre qui peuvent induire ou faciliter, on va dire, une sensibilité. De ne pas manger le soir ou peu manger le soir, fait partie des choses intelligentes. De jeter votre télévision par la fenêtre, avec la radio, et d'éviter de lire des romans d'amour le soir, ou des discussions idéologiques qui n'ont aucun sens, qui sont vraiment puériles et superficielles. Et par contre, personne ne vous empêche de lire un Upanishad, de lire Abdelkader. Mais il faut que la soirée soit intelligente aussi. Le sommeil va refléter aussi votre soirée. Donc, l'art de vivre fait partie de cette prolongation du pressentiment de l'essentiel. Et aborder le sommeil, bon, en plus, c'est assez individuel, parce qu'il y a des gens, ce qui n'est pas votre cas, mais les gens qui ont des poignets larges, des coudes larges, des coups larges, ces gens-là dorment très peu et facilement. Il y a des gens, plutôt dans la morphologie, chez qui c'est plus difficile de dormir. Il y a toujours une inégalité, et ça c'est tout à fait respectable. C'est toujours morphologique. Il y a des gens qui dorment moins que d'autres. Beaucoup d'hommes politiques sont comme ça. C'est pas pour ça que c'est des gens très spirituels. Donc il faut accepter aussi une différence de résistance physique. Voilà, tout le monde ne peut pas faire de la boxe. Mais déjà avoir une alimentation intelligente et réduite le soir, pas se perdre dans des éléments affectifs, dans des réflexions cérébrales, idéologiques, etc., vont faciliter de rentrer vraiment dans un univers de tactilité, de sensualité, sans déperdition d'énergie. C'est ça qui prédispose au meilleur sommeil. Indépendamment de ça, on dort comme on vit. Et si la vie est difficile, le sommeil est difficile, parce que l'état de rêve est une représentation de l'état de veille. Donc, si il y a beaucoup d'ajournements dans l'état de veille, on va retrouver tout le même ajournement dans l'état de rêve, et l'état de rêve sera nécessaire pour qu'on ne pète pas trop les plombs. Donc, vous aurez de nombreux rêves qui vont essayer de rectifier ce qui n'est pas rectifié à l'état de veille. Et quand quelqu'un a de pressentiment de l'essentialité des choses, l'état de veille se réduit énormément, parce que l'état de veille se réduit aussi, dans le sens qu'il n'y a rien à... Vous avez compris profondément qu'il n'y a rien à acquérir dans la vie, qu'il n'y a rien à devenir, qu'il n'y a rien à défendre, que tout va bien, vous êtes prêt à mourir dans l'instant, il n'y a rien qui vous manque, vous allez voir l'état de veille change complètement de perspective, et le rêve diminue, et s'élimine complètement. Ça participe aussi d'un sommeil réduit et plus intense. En tout cas, ce qui est dans le domaine de l'accessible, je dirais fonctionnellement, c'est d'avoir une alimentation très intelligente le soir. Mais il y a des métiers plus difficiles. Et d'avoir une vie intellectuelle modérée, affective modérée, sexuelle modérée, intellectuelle modérée, et vraiment aborder le soir, aborder le moment de la nuit comme une magie, comme quand vous allez voir votre amante ou votre amant, il y a tout un mystère qui est là, toute une excitation qui est là, toute une danse. Vous regardez votre lit, vous ouvrez votre lit, vous glissez dans votre lit, il y a la même intensité que si je me glisse auprès de mon amante, etc. Sinon, s'il y a quelque chose qui n'est pas là. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'intensité de la vie. Mais le moment de je vais mourir, le soir, c'est le moment de mourir, c'est un moment extraordinaire. C'est un moment qui anticipe finalement le moment de la mort physique. Ce n'est pas une préparation, parce qu'il n'y a pas de préparation dans la vie, c'est une question de répétition. Le moment où je vais enfin me poser, enfin me laisser aller, enfin disparaître. Le soir, c'est un moment très magique, c'est une des clés finalement de la pressentiment de l'essentiel, comment on s'endort le soir.
Donc, explorez ça avec intelligence et vous verrez vous-même comment ça se présente. Merci Eric. Merci. Bonsoir. Vous parliez précédemment du fait qu'il n'y avait pas de choix à faire et je me demandais quand même si on est dans une situation qui ne me convient pas, qui génère un mal-être, est-ce qu'il faut simplement, l'accueillir et observer et attendre que finalement les choses changent, d'elles-mêmes ou ne changent pas du coup? Ou est-ce qu'on a quand même, cette possibilité, enfin, est-ce qu'il y a quand même ce choix, cette possibilité d'action et de se dire: «Ben, je sens bien que ça me convient pas, que c'est pas juste pour moi ou pas, ou je suis pas vraie, ou je me sens pas du coup, bien». Est-ce que du coup je peux pas quand même agir et prendre une décision? Je suis un peu perdue à ce niveau-là entre, juste accueillir les choses telles qu'elles sont ou bien, quand même agir parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui ne me convient pas. Mais l'acceptation comprend l'action. Uniquement l'acceptation vous donne une clarté de l'action. Si quelqu'un vous met la main à la gorge, la première chose, vous devez l'accepter. Dans cette acceptation, je vois l'ensemble de la situation. Je peux briser le nez d'une personne, je peux lui briser la gorge, je peux lui briser les testicules, je peux lui briser le genou, je peux crier, je peux ne pas crier, ça d'autres personnes. Je dois avoir simultanément une vision globale de la situation. Et il y a des situations, peut-être je vais donner mon argent, je rencontre cette personne avec des capacités physiques bien supérieures aux miennes, ou il y a d'autres amis autour, et il y a des solutions où je me fais égorger, où je donne un peu d'argent, et si j'ai une famille à gérer, des enfants, peut-être je vais être plus approprié de donner un peu d'argent que de me faire égorger. D'autres situations, je me rends compte que cette personne est seule, je vois sa manière de se positionner, que ses points vitaux sont ouverts, je vois que cette personne ne sait pas se battre, je vois qu'elle a aussi peur que moi, parce que quand quelqu'un agresse, il y a une très grosse moment de peur chez l'agresseur, plus que chez l'agressé. Et tout ça fait que je vais pouvoir m'en sortir fonctionnellement. Et tout ça, ce n'est pas une chose qu'on décide, c'est quelque chose qui s'impose naturellement, dont la réaction doit être fonctionnelle à la situation. Quand on dit de ne pas réagir, ce n'est pas de ne pas agir, mais ce n'est pas la peine de se faire égorger pour rien. Voilà. Il y a des situations où il n'y a pas d'autre possibilité, mais il y en a d'autres où oui. Donc, c'est d'être fonctionnel à une situation. C'est exactement comme quand vous prenez une bouteille d'eau, vous avez une bouteille en grès sur la table, vous l'attrapez, vous pensez qu'elle est pleine d'eau, elle est vide, le bras se soulève. Mais voilà, ça c'est une réaction. Ici, quand vous attrapez la bouteille, vous sentez la bouteille, vous allez soulever le poids de la bouteille, pas le poids imaginaire. La plupart des gens réagissent à un poids imaginaire. Donc, personne ne dit que vous ne devez pas vous défendre, personne ne dit que vous n'avez pas voté, il y a une élection qui vient, on ne vous dit pas, mais tout est pareil, peut-être oui quand même. Mais non, non, vous avez une sensibilité, vous avez appris que les devoirs humains sont plus importants que les droits, vous allez voter à droite, vous avez appris que les droits sont plus importants que les droits, vous allez voter à gauche, et vous y allez pour rien, c'est des choses inhérentes à vous. Vous avez ces opinions sexuelles, vous avez ces opinions politiques, historiques, et bien sûr, cette chose-là représente une horreur, ces choses-là représentent des choses merveilleuses. Tout ça, pour là, on a tous un passé, on a tous un conditionnement. Si j'étais né où vous êtes né, si vous étiez né où je suis né, on penserait l'opposé. Voilà. Ça va toujours rester, ça, c'est pas un problème. Donc, on ne dit pas de ne pas voter, on ne dit pas non plus de voter, mais on ne dit pas de ne pas agir, mais on dit de ne pas réagir. C'est-à-dire de voir que généralement, je ne laisse pas la situation parler.
quand vous rencontrez quelqu'un au début, ben, vous savez, on voit que l'apparence. Vous rencontrez quelqu'un, vous voyez s'il est beau, et comment il parle, ce qu'il dit, ce qu'il dépasse, s'il est mince, s'il est gros, s'il est... regardez ses chaussures, vous savez s'il est riche, s'il est pauvre, regardez sa voiture. Donc, peut-être 2 ans après, quand vous avez fait connaissance avec la personne, vous allez comprendre. Vous allez voir son courage, vous allez voir son intelligence, vous allez voir sa subtilité, vous allez voir sa générosité. Ce n'est pas une chose qu'on voit forcément dans l'instant qu'on en fait une rencontre. Donc, écouter veut dire laisser venir toutes ces informations. Dans une situation spécifique de violence, il y a un temps limité, mais même dans ce temps, on doit sentir. C'est pour ça que c'est souvent, moi je rencontre beaucoup de gens jeunes qui me disent, mais bon, vous enseignez sur là, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire physiquement qui peut aider? Bon, pour beaucoup de gens, pas tous, je leur suggère de faire des arts de combat, de contact. Parce que d'abord, quand on fait des arts de combat, on sait que la violence n'existe pas, on sait que les coups font pas mal, et on sait que la vie est l'art d'absorber. Donc, quand on absorbe un coup, c'est pas mal. Quand on résiste, ça fait très mal. Voilà. Et quand on fait des arts martiaux, on va se rendre compte que dans l'instant, sur une agression, quand quelqu'un vous saisit la gorge, vous savez exactement sa capacité, vu la manière dont il vous saisit la gorge. Vous savez exactement comment on peut lui briser l'épaule. Comment tout ça est inscrit dans le simple effet de sentir. Et si je me défends, moi je ne sens rien. Si je me sens agressé par la situation, je ne sens rien. Donc, les arts martiaux, ce qui est intéressant des arts martiaux, c'est que vous allez pendant des années prendre des coups, et quand vous allez vous rendre compte que les coups font pas mal, que la seule chose qui fait mal, c'est la résistance aux coups, vous n'allez plus jamais vous sentir agressé par quoi que ce soit. Et quand on n'est plus agressé, on peut agir fonctionnellement. Et celui qui réagit quand il prend un coup, jamais pour approfondir le questionnement de la vie. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de découvrir l'extraordinaire intimité, tactilité, sensualité, profondeur du coup que vous osez. Et c'est en fonction de cette écoute que vous allez progressivement développer une capacité d'agir fonctionnellement et non pas d'agir des fois exagérément. Ce qui d'ailleurs tout à fait partie du Code civil français par rapport à une agression. Si quelqu'un vient vous étrangler avec ses 2 mains nues et vous utilisez un revolver, c'est vous qui allez en prison. Si vous utilisez un couteau, peut-être moins. S'il a un couteau, par contre, si vous avez un revolver, vous pouvez vous en servir, vous aurez moins en prison moins longtemps. Ça s'appelle une réponse proportionnée. C'est un peu la seule chose dont on parle ici, c'est la bonne réponse proportionnée. C'est-à-dire, elle demande une écoute de l'environnement, une écoute de la situation. Donc, personne ne vous dit, si quelqu'un veut vous violer, de vous laisser faire. Mais on va vous dire, attention, ce n'est pas la peine de vous faire égorger si ce n'est pas indispensable. Il y a des moments où on se défend, et il y en a, on préfère la survie à la défense. On ne se défend pas, mais on survit. Moi, je ne sais pas ce qui est juste ou faux, chacun doit avoir sa propre résonance sur l'instant. Et par contre, c'est l'écoute de la situation qui va vous donner la clé de comment fonctionner dans la situation. C'est l'écoute, et généralement, on réagit, et ça, j'ai déjà donné cet exemple, mais peu importe. Si vous faites du combat au sol, quelqu'un vous étrangle, le premier mouvement va être d'essayer d'empêcher un étranglement, va être d'essayer de respirer. Quand vous essayez de respirer, on vous étrangle encore plus. Quelqu'un qui est entraîné, quand on veut vous étrangler, vous essayez surtout pas de respirer, au contraire. Vous fermez encore plus. Vous sentez la pression du corps de l'autre sur votre corps. Et vous vous rendez compte que l'autre corps n'est pas présent partout. Et donc, il est très présent, il est moins présent. Quelqu'un qui n'est pas entraîné va essayer de sortir où la personne est peu présente. Et à ce moment-là, la personne qui veut l'étrangler va être encore plus présente. Mais celui qui est plus entraîné va, au contraire, quand il y a une pression, va essayer d'aller à l'encontre de la pression pour que la personne qui l'étrangle amène plus de pression là, et à ce moment-là, va être encore moins.
où il y a peu de pression, et on va sortir où il y a peu de pression. Tout ça se fait en un instant. Ce n'est pas une réflexion, c'est une sensation. C'est pour ça que le travail corporel est intéressant à ce niveau-là. Au niveau psychologique, c'est la même chose. Quand vous êtes disponible dans la situation, vous allez sentir vraiment les tenants et les aboutissements, et vous allez voir jusqu'où vous pouvez aller. Il y a des gens à qui vous pouvez dire ça, il y en a à qui vous ne pouvez pas dire ça. Il y a des gens que vous pouvez toucher, il y en a qui vous ne pouvez pas les toucher. Et ce n'est pas une chose qu'on peut savoir à l'avance, et puis ça peut changer. La même personne, après un viol, on ne peut pas la toucher, bien sûr. Par contre, peut-être 2 ans après, au contraire, si vous l'embrassez, ça va l'aider. Comment je sais? Je ne sais pas. J'écoute. Le non-savoir permet l'écoute. Dès que je sais quelque chose, je n'ai plus d'écoute. Donc, écoutez veut simplement dire laisser le maximum d'informations fonctionnelles devenir vivantes pour vous. Et ensuite, selon vos capacités ou selon les biens, on va réagir tous les deux, bien sûr, différemment à la situation. Donc, l'action fait partie de l'écoute. On ne sait pas agir ou pas agir, c'est comment est-ce que l'action qui est inévitable, parce que la vie c'est l'action, peut tenir compte d'un maximum de paramètres de la situation. Parce que ma réponse est idéologique, donc j'ai un préjugé. Cette personne m'attaque, et comme elle est noire, je vais réagir comme ça, comme elle est blanche, je réagis comme ça, comme elle est riche, je réagis comme ça, comme si elle vient d'être pauvre, je réagis comme ça, comme si elle est... Voilà, la plupart des gens réagissent en fonction de la première image. Est-ce que je peux réagir en fonction du ressenti? Ce n'est pas un problème de temps, ça semble être un problème de temps, mais un peu comme quand vous bossez en groupe pour la première fois, mais oui, ça prend du temps de vous laisser aller avec le partenaire, et pour un danseur professionnel, dès qu'il rentre sur la scène, il n'y a pas de temps, tout de suite. Voilà. Ça, c'est la sensibilité. La sensibilité inclut toutes les formes d'action, y compris les actions les plus violentes. Quand il y a un serpent qui tombe sur la pied de vos enfants, ça m'est arrivé une fois dans l'Himalaya, il peut y avoir une réaction très très violente. Ce n'est pas une réaction contre un animal, mais c'est une réaction fonctionnelle. Donc la violence, pour moi, fait partie des possibilités de la situation. Il y en a tant d'autres. Mais ce n'est pas une violence contre quelque chose, c'est une violence par quelque chose. Si je suis avec une amie dans la rue, si un chien l'attaque, je ne vais pas être très tendre avec le chien, et je n'ai rien contre le chien. Par contre, le chien va vivre vraisemblablement ce que je vais faire de manière assez violente. C'est une fonctionnalité. Et par contre, ce serait minimaliste. Et le chien est plus en état de faire ce qu'il voulait faire, ça s'arrête. Je n'ai rien contre le chien. Il va pas y avoir de vengeance, il va pas y avoir de idéologique. Il peut y avoir de condamnation. Pour moi, un chien qui veut mordre, ce n'est pas un méchant chien. Il va aller chez quelqu'un d'autre. Et le chien qui me lèche, je ne suis pas dupe, ce n'est pas un gentil chien, il va mordre quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que je traite différemment le chien qui mord mon voisin que le chien qui lèche mon voisin. Pour moi, tous les chiens sont pareils. Le chien qui lèche, c'est un chien qui est en sécurité. Le chien qui mord, c'est un chien qui a peur. On vit tous comme des chiens. L'être humain est un chien. Ils sont en sécurité, il lèche. Quand il a peur, il mord. Donc, c'est facile de fonctionner avec les êtres humains quand on a compris ça. Donc, l'action est tout à fait... Toutes les actions les plus extrêmes font partie de l'acceptation. Merci. Bonsoir. Le prix de la liberté est-il d'abdiquer totalement? Il y a un élément un peu romantique dans votre question. La liberté n'a pas de prix parce que c'est ce que vous êtes essentiellement. Quand vous couchez le soir, vous coulez dans cette liberté que ça vous coûte rien du tout. C'est gratuit. Votre amant vous coûte peut-être de l'argent, vos enfants vous coûtent peut-être de l'énergie, tout vous coûte de l'argent. La télévision, ça coûte pour payer la redevance. Mais le soir de rien être, c'est gratuit. La liberté, c'est la seule chose qui soit gratuite. Parce que c'est ce que vous êtes essentiellement. Ne rentrez pas dans les imaginaires de sacrifice, de catéchisme judéo-chrétien. Et la souffrance n'est pas nécessaire. La souffrance, c'est une imbécilité. Il n'y a pas à souffrir. La joie, c'est le signe de la clarté. La souffrance, c'est le signe de manque de vision.
Donc, pas le sacrifice, il n'y a rien à payer, il n'y a rien à abdiquer. Il y a joyeusement se donner à cette mort intime le soir. C'est votre liberté la plus extrême. Vous l'activez malgré vous tous les soirs. Donc, rien de plus facile. Ce n'est pas comme quelque chose à accomplir, qui serait pour les malheureux chrétiens qui veulent terrasser le dragon. C'est respectable de rendre des bêtisiers religieux. La joie est sans cause. Il n'y a rien qui peut causer la joie, il n'y a rien qui peut la donner. Simplement arrêter de résister. Merci. Éric, j'en reviens à la question de la décision et du choix. Si j'ai l'impression que j'ai des choix à faire et qui sont difficiles, c'est que j'écoute pas assez. S'ils sont difficiles psychologiquement, oui, mais ils peuvent être difficiles physiquement. Si vous avez bu toute votre vie, vous arrêtez de boire à un seul instant que c'est plus la peine, votre corps, ça va être difficile physiquement. Si vous avez une relation amoureuse pendant 30 ans avec quelqu'un et vous voyez à un seul instant qu'il y a une séparation de votre cellule, ça va vous manquer. Donc il faut un certain temps pour que le corps intègre cette nouvelle manière de fonctionner. Donc il peut y avoir tout à fait une difficulté corporelle, mais si c'est une difficulté psychique, effectivement, c'est quelque chose de mal vu. Corporellement, il y a une mémoire. Moi, ma mère, pendant 6 années de sa vie, était aveugle. Quand je me suis occupé d'elle, j'ai eu avec elle, sauf que j'étais en séminaire, je pense qu'on allait retour. Et puis elle est morte. Et puis, quand je montais le matin à l'étage, où elle habitait avant, pendant quelques mois, j'avais une. Oui, je la sens, ce n'était pas une mémoire, mais mon corps. Voilà, il n'y a plus la télévision qui hurlait, c'était super. Il n'y avait plus différentes choses, mais il y avait quelque chose qui était là, puis petit à petit, mon corps s'est intégré cette chose, et puis voilà, je monte au premier étage où j'habite, je ne vois jamais un instant ma mère, etc. Mais donc, il y a eu une mémoire corporelle qui était liée à l'habitude, et si j'avais vécu 30 ans avec elle, si j'avais couché avec elle, ce qui n'était pas le cas, pendant 30 ans, mais ça aurait été encore plus marqué vraisemblablement. Donc voilà, il y a des mémoires comme ça, mais le choix, non, quand le choix est vraiment clair, au niveau intuitif, vous pouvez sentir la difficulté, mais le signe va être de être content de votre choix. Même si c'est difficile, même si vous êtes haï par quelqu'un, même si vous allez sentir qu'il faut le faire. Vous allez sentir une espèce de. Comme vous déposez un fardeau. Voilà, il fallait le faire. C'est un peu comme quand il faut faire le ménage, vous n'avez pas envie, vous faites le ménage, vous n'avez pas envie, vous faites le ménage, vous n'avez pas envie, vous faites le ménage, et quand vous avez fini le ménage, vous êtes vraiment content d'avoir fait le ménage. Ce n'est pas négociable, il fallait le faire. Donc on a cette résistance de faire le ménage. Et on n'est pas obligé de lutter contre. Et quand on commence à faire une chose qui est juste entre parenthèses, et non conceptualisable, on se sent bien avec. Par contre, ça peut être difficilement accessible. Si vous évadez de prison, ça peut être sûrement très difficile, des fois peut-être c'est justifié de le faire. Donc, personne ne dit que ça doit être facile, tout doit être facile. L'intensité fait partie de la vie. Mais il y a une espèce d'évidence qui se fait, et si effectivement ce n'est pas évident, c'est qu'il est peut-être trop tôt. Divorcez pas trop tôt, changez pas de pays trop tôt, changez pas de religion trop tôt, changez pas d'appartement trop tôt. Quand c'est le bon moment, il y aura des signes de la vie qui vont vous amener de suivre ces signes sur cet plan. Donc souvent, quand je fais une chose trop tôt, je vais ensuite répéter un peu le même genre de schéma. Vous avez des gens qui changent tous les 5 ans de relation, puis finalement, ça revient un peu toujours au même. Ils changent de maison, puis d'autres problèmes qui vont venir.
Donc, des fois, la complexité vient que c'est un peu trop tôt. Mais à ce moment-là, sentez la complexité, sans la psychologie, corporellement, et puis à un moment donné, il y a tout qui va se faire. On est porté par une décision. Mais ça peut être difficile physiquement. Il peut y avoir une. Vous vous rendez compte un jour que le sucre est du poison, mangez plus de sucre, vous mangez plus de sel, c'est un poison autant. Et pendant quelques mois, votre corps va vous faire comprendre qu'il aimerait bien avoir du sucre ou du sel. Et voilà, puis à un moment donné, ça va se réduire progressivement. Voilà, ces signes-là ne sont pas du tout signes qu'il y a une problématique. Et pour pressentir ce qui est essentiel, il n'y a pas de décision à prendre. Notre approche, c'est vraiment cette orientation-là. Je n'ai pas de conseils à donner pour prendre des décisions. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise décision. Pour moi, tout ce qui se passe est indispensable. La preuve, ça se passe. Par contre, pour ce qui est de présenter ce qui est essentiel, il n'y a pas de décision nécessaire. Peut-être que pour trouver un bon mari, une bonne voiture, un bon gourou, un bon appartement, peut-être une décision nécessaire. Je ne sais pas, je n'ai jamais. C'est des pistes qui ne m'ont jamais intéressé. Mais par contre, j'ai la conviction absolue que pour présenter ce qui est essentiel, il n'y a jamais rien à décider. C'est quelque chose qui s'impose malgré vous, jamais à cause de vous. Vous êtes le gibier, vous n'êtes pas le chasseur. Donc, la vie spirituelle est par essence une extraordinaire facilité. C'est la vie mondaine qui est complexe. Ceux qui pensent avoir une vie spirituelle complexe, c'est qui vivent dans la mondanité sans en être conscient. Merci. Bonsoir. Bonsoir Eric. Je sens qu'il est important de sentir parce que quand je ne sens pas, c'est difficile. Je suis parfois un peu perdu sur la manière de cultiver cette écoute. Alors, j'entends un peu le minimalisme. J'entends d'être à l'écoute. Parfois pris dans le flot du quotidien, c'est compliqué. Mais voilà, je m'interrogeais sur comment cultiver un peu cette écoute. Vous ne pouvez pas la cultiver. Si vous la cultivez, ce n'est pas de l'écoute, c'est de la mémoire. L'écoute, c'est la maturité. C'est un peu comme se demander comment est-ce que je peux faire pour être plus mûr l'année prochaine que cette année. Ne vous inquiétez pas, ça va marcher. Rien à faire pour ça, pour rien faire contre, pour rien faire pour. Vous allez de plus en plus voir vos mécanismes, il y a des tas de choses que vous voyez sur vous maintenant, vous ne les voyez pas avant. Il y a des tas de choses que vous ne voyez pas maintenant, vous allez les voir après. Donc, laissez ce mûrissement organique se faire. Attention de ne pas faire de l'écoute un moyen, ce n'est pas un moyen, c'est ce que vous êtes. Donc, vous ne vous demandez pas de... Il n'y a pas une forme de Gestapo qui serait derrière vous, qui peut enregistrer tout ce que vous faites. Non, on s'en fout de ce que vous faites. Ce qui est important, c'est l'écoute même, ce n'est pas ce que vous écoutez. C'est uniquement pour les raisons pédagogiques, on va dire que des fois, on sent mettre l'accent sur ce qu'on écoute. Mais en vérité, ce que vous ressentez avec qui vous couchez, ce que vous mangez, ce que vous pensez, ça n'a aucun intérêt pour personne.
Ce qui est important, c'est l'écoute. Tout ça apparaît dans cette écoute. Et au début, on va vous donner des pistes d'exploration de ce que vous écoutez. On va vous dire en même temps de constater ces choses-là sans rentrer dans un jugement de valeur, sans rentrer dans un élément d'affectivité. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez quelque chose sans affectivité, sans lien psychologique, et cette chose va pouvoir se déployer devant vous et surtout pouvoir se résorber en vous. Et quand l'objet perçu, le ressenti perçu se résorbe, quand il peut y avoir le sujet sans l'objet, et quand l'objet est résorbé, quand l'objet perçu se résorbe, le sujet, perception se résorbe simultanément. Quand il n'y a plus ni objet ni sujet, il y a l'essentialité. Donc, vous devez comprendre le processus de l'écoute. Ce n'est pas ce que vous écoutez qui est important. On s'en fout ce que vous écoutez, on s'en fout ce que j'écoute. Ça n'a aucune importance ce qu'on écoute, c'est l'écoute qui est important. Au début, par truc pédagogique, on vous dit, oh, mais regardez, c'est super important ce que vous sentez. Qu'est-ce que vous sentez dans la poitrine, dans le ventre? Qu'est-ce que vous sentez quand vous allez manger ça? Qu'est-ce que vous pensez quand votre amant couche avec le voisin? Qu'est-ce que vous sentez quand votre enfant est malade? Qu'est-ce que vous sentez quand vous avez un ami qui meurt? Ça, c'est pour les enfants, et on est tous des enfants, donc à un moment donné, ça a sa valeur. Et à un moment donné, vous allez voir, après vous avoir dit pendant des années dans le sens du regard santé, 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 il n'y a rien de plus important que sentir. On va un jour vous dire, mais il n'y a rien à sentir. Quoi que vous sentiez, c'est une défense. Vous vous occupez plus jamais de ce que vous sentez. Vous êtes l'espace dans lequel le senti apparaît et disparaît. La moindre action sur le senti empêche une disparition. Donc, l'action est différente. C'est un outil pédagogique. Donc, dans le yoga, on vous dit longtemps une chose et après on vous dit le contraire. C'est pas fou, c'est pédagogique. Donc, prenez pas l'écoute comme étant un moyen de transformation. Dans l'écoute, c'est un signe que la transformation se fait en vous. C'est parce qu'il y a une maturation qui s'éveille en vous, que vous vous rendez compte combien vous êtes réactif des fois à cette situation, quand vos parents vous traitent comme ça, quand vos amants vous traitent comme ça, quand les voisins vous traitent comme ça, quand le gouvernement vous traite comme ça, etc., etc., etc. Donc, quand vous êtes de plus en plus sensible, vous vous rendez compte que avant, vous aviez l'impression que ça vous était égal, et vous vous rendez compte maintenant que rien vous est égal. Constamment, en train de réagir, en train de me défendre, en train de m'affirmer, en train de me prétendre. Et c'est extraordinaire de se rendre compte de ça. C'est ça la vie spirituelle. Tu vois combien je prétends, combien j'essaie de me vendre, combien je veux que vous me trouviez intelligent, je veux que vous me trouviez juste, je veux que vous me trouviez profond, je veux que vous me trouviez, je passe mon temps à vouloir. Et progressivement, cette fantaisie va être remplacée par une écoute. Je veux rien, j'écoute. Et c'est même pas ce que j'écoute qui m'intéresse, c'est l'écoute même. C'est même pas vous écouter, mais c'est vous laisser mourir dans l'écoute, dans cette écoute où vous et moi vont disparaître simultanément. Le sujet et l'objet disparaissent simultanément. Donc attention de ne pas faire l'écoute comme une technique, comme l'école, comme ça chez Courgette, il essaie de s'écouter, il ne bouge plus, il se sent. Je sais pas, Courgette est un homme tout à fait sympathique. Mais ce n'est pas du tout ça dont on parle. Ça existe, ça fait partie de certaines orientations en Orient et en islam. Mais on ne parle pas du tout de ça. On n'a pas cette notion d'être conscient. On dit conscience. De conscience, c'est un concept. Quand je suis conscient, je ne suis pas conscient, je pense. La conscience, c'est sans penser. La conscience, il n'y a personne de conscient. Donc, il faut comprendre la perspective. Dans l'écoute, il n'y a personne qui écoute. On ne crée pas l'image d'un écouteur, j'écoute. Aujourd'hui, j'ai écouté ma réaction. Aujourd'hui, j'ai écouté. Non, on n'a rien écouté. C'est un imaginaire. Quand je dis j'écoute pas, je pense. Écoute, c'est sans penser. Dire j'écoute, c'est comme dire je médite. Mais la méditation, c'est l'absence de méditant. On ne peut pas dire je médite. Il n'y a jamais de méditation, il n'y a jamais de méditant, il n'y a jamais d'écoute. Il y a écoute. Jamais personne de conscient, il y a conscience. Donc, dans cette évidence,
De plus en plus, vous allez vous rendre compte de votre réactivité, de votre agitation, mais ne le voyez pas comme une progression. Vous n'allez pas être de plus en plus, de plus en plus. C'est vrai aussi, mais ce n'est pas une progression linéaire, c'est une progression de tonalité musicale. La tonalité va changer. Même le physiologique, à un moment donné, l'écoute va apparaître, mais sonore. On peut entendre l'écoute, on peut la voir, on peut la goûter, etc. L'écoute a son propre barème tactile au niveau des cinq sens. Quand on a arrêté d'écouter quelque chose, et vous semblez avoir tout à fait l'orientation pour explorer ça. Mais juste attention pour vous de ne pas faire quelque chose de l'écoute, non, j'écoute. Non. Quand vous écoutez vraiment, vous ne le savez pas. Vous ne le savez pas conceptuellement. Il y a demain, quelqu'un, vous essayez de coucher avec votre voisin ou votre femme, peu importe, il y a une réaction de peur, de réaction de jalousie. Voilà, vous allez sentir ça. Vous allez pas dire, ah, j'écoute ma réaction de jalousie. Vous ne dites rien du tout. Vous sentez le plexus, sentez la poitrine, sentez la gorge, sentez la peur, sentez la fermeture, sentez la personne qui sent. Vous sentez, ça se sent tout seul. Votre chien vous demande comment tu sais, vous dites, je le sens, mais voilà, vous sentez. Vous décrivez votre chien cette sensation éventuellement. Mais vous n'allez pas vous dire pendant l'événement, je suis en train de sentir ça, je suis en train de sentir ça, là, on rentre il y a une espèce de très grand charlatan spirituel avec plus grand gros de Californie, le jour, qui raconte le jour dans un restaurant, et puis il y a une dispute, et puis il se dit, ce qui est la preuve vraiment de ça, vraiment de clarté, il se dit, c'est merveilleux, je suis dans la pure conscience, je peux enregistrer ça sans voix d'affect. Et voilà, ça c'est le signe de l'imaginaire. C'est bien pour les Californiens, contemporains, mais si on est sérieux, on ne peut pas rentrer là-dedans. La conscience n'est pas personnelle, on ne peut pas être conscient. Je ne peux pas dire je suis conscient. Quand on voit l'événement sensoriel qui apparaît, et si on laisse libre de tout lien psychologique, cet événement suit son cours et se résorbe, on résorbe le pseudo-sujet. Ça, c'est le mécanisme le plus naturel. Tout le monde phénoménal est basé là-dessus. Le matin, le soleil se lève et se déploie, le soleil se couche. Voilà. Il n'y a rien d'autre que ça dans la vie. La perception apparaît, en pleine lumière, et disparaît dans l'obscurité. Qui c'est qui se lève? Personne ne se lève. Qui c'est qui se couche? Personne ne se couche. Qui c'est qui perçoit? Personne qui perçoit, il y a perception. Essayez de comprendre, mais sans le comprendre. Si vous dites, maintenant j'ai compris, vous êtes tombé à côté. Ça résonne. Merci beaucoup. Bonsoir Eric. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Moi j'ai une difficulté avec mes enfants. J'ai une très très grande peur en fait qu'il leur arrive quelque chose, qu'ils aient une maladie mortelle. Et ça m'occupe beaucoup malheureusement l'esprit. J'ai beaucoup pensé que c'était dû à la même peur que j'ai pour moi et qui me pose aussi beaucoup de difficultés. Pour moi, j'ai pu travailler dessus, je sais d'où ça vient, j'essaie d'en faire quelque chose. Et je me suis dit que la peur que j'avais pour mes filles était simplement la continuité ou la projection de la peur que j'avais pour moi-même. Et puis j'ai lu dans un de vos livres où vous parlez justement de la peur et puis de l'écho que ça a en soi. Quand on a peur de quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose en soi qui
à qui ça rappelle à quelque chose. Et vous parlez en fait de quand on a, si j'ai bien compris, quand on a peur de la mort de ses enfants, c'est que soi-même on n'est pas vraiment né. Et je ne sais pas si j'ai bien compris, mais c'est vrai que cette parole a eu pas mal d'écho en moi, et je me suis dit qu'il y avait aussi peut-être quelque chose de plus profond, de plus fondamental. Et voilà, je voulais vous demander si vous pouviez expliquer un petit peu ce que vous vouliez dire par là, en quoi la peur qu'on peut avoir pour ces enfants qu'ils meurent, voilà, pouvait être aussi ce que ça pouvait dire de soi. Vous savez, quand quelque chose naît, ça naît pour mourir. Donc, c'est la loi de la vie. Donc, je peux comprendre une peur fonctionnelle. Mais un jour, vous allez voir que ce qu'on appelle mort ou naissance, c'est deux événements qui semblent, pour la plupart des gens, assez peu faciles. Mais c'est des événements assez rapides par rapport à l'ensemble de la vie. Mais on ne peut pas comprendre la mort. Moi, je veux pas de... On peut que projeter des choses. On projette ce qu'on vit par rapport à la vie. Parce que le mot mort, c'est quoi? C'est une représentation. Vous ne pouvez pas y penser autrement qu'en termes chrétiens, bouddhistes, musulmans, athées, socialistes. Vous ne pouvez pas penser à la mort sans idéologie. Sinon, c'est quoi? Vous avez vu des cadavres, voilà, vous avez vu des idées. Si vous avez vu des cadavres embaumés, assis en méditation, vous dites un mort, c'est pas terrible. Si vous avez vu des cadavres coupés en morceaux par l'état totalitaire, vous avez dit la mort, c'est terrible. Non, ça c'est la vie dont on parle, c'est pas la mort. Donc, la première chose, c'est une forme de respect de rien savoir sur la mort, parce que tous ceux qui parlent de la mort parlent de son imaginaire. Non, on arrête l'imaginaire. Tout il reste la vie. Vous avez la chance d'avoir des enfants, c'est merveilleux. Vous avez des filles, c'est super. Donc vous êtes là pour quoi faire? Vous êtes là pour totalement sacrifier pour elles. C'est la loi de la vie. Et dans ce sacrifice, vous allez être orienté par l'écoute. Voilà, vous avez des enfants, il faut les écouter. Et c'est des écoutes on est beaucoup plus fort que la peur, parce qu'à un moment donné, quand elles vont être en âge de conduire, on me dit voilà, on veut une voiture. Alors, il y a deux solutions. Si vous avez les moyens d'en acheter une ou d'en voler une, vous allez leur donner une voiture. Peut-être le lendemain, elles vont se tuer en voiture. Alors, tout votre vie, vous allez dire ah, mais j'aurais pas eu une voiture. Peut-être vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la capacité de voler les voitures, vous n'allez pas vous donner une voiture. Et le lendemain, on se fait écraser. Vous allez vous dire ah, mais si j'aurais donné une voiture, je ne serais pas fait écraser. Donc, dans tous les cas, vous perdez. À un moment donné, on ne se dit rien. Alors, si j'offre une voiture à ma fille, qu'elle se tue en voiture, je n'ai pas fait d'erreur pour moi. Et si je dis, je suis désolé, mais je ne peux pas toucher une voiture, elle se fait écraser à cause de ça. En tout cas, c'est interprété comme ça. Je n'ai pas fait d'erreur non plus. Pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on peut faire, on s'arrête là. Donc la peur va être remplacée par la fonctionnalité. Et l'amour, c'est quoi? C'est la fonctionnalité ultime. Quand vous avez des enfants, vous leur donnez tout, vous ne demandez rien, ça s'arrête là. Ils sont vivants, ils sont morts. Vous savez, c'est vraiment la souffrance qui crée la souffrance. J'ai déjà raconté ça une fois, mais je pense que pour vous, ce serait fonctionnel de l'écouter. Donc, je m'excuse pour ceux qui ont déjà entendu cette histoire. Mais il y a peut-être 20 ans, 30 ans, je ne sais pas, peu importe. Ma fille vit aux États-Unis avec sa mère. Et sa mère m'appelle en me disant voilà, ta fille est à l'hôpital. Les médecins disent qu'elle devrait mourir dans les quelques heures. Peu importe pourquoi. Et bon, moi, j'ai un premier réflexe, il dit bon, écoute, j'arrive. Elle me dit écoute, j'arrive si tu veux, mais normalement, elle sera morte avant que tu arrives. Donc, c'était 3 heures du matin. J'avais une petite ville misérable qu'on appelle Digne. Je lui ai dit mon père, écoute, je suis désolé, je ne me demande pas pourquoi, mais je m'emmène à l'aéroport, je veux être à 5 heures à Marseille-Marignane, que je veux à Paris prendre le vol de 8 heures pour Dallas pour aller à Santa Fe. Donc, c'est assez compliqué à organiser, mais tout s'organise comme il faut des fois dans la vie. Donc, à 5 heures du matin, je suis à Marignane, à 8 heures du matin, 7 heures du matin, je suis à Orly, à Roissy, et 2 heures après, je suis dans le vol pour Dallas. Et là, pour la première fois,
j'ai plus rien à faire. J'avais fait ce que j'avais fait, le vol Dallas n'a pas été confirmé. Donc, pour la première fois, je pense à ma fille. Parce que je n'avais pas eu le temps d'y penser, il fallait gérer les problèmes pratiques. Et je suis dans le fauteuil d'avion et je commence à penser à ma fille. Je dis, on pense à ma fille. Et alors, j'ai une larme qui me vient, une tristesse, et je commence à me dire, ben, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû faire ça avec elle, elle est quand même jeune, et ça. Et je commence à me raconter cette histoire, je suis très triste. Et à ce moment-là, j'ai une explosion dans ma tête, une explosion, avec une phrase en anglais qui est setback. Je n'avais jamais lu, j'ai jamais lu dans mes livres depuis. Non, step back. Et je sens, quand vous regardez les léones de chevalerie du Moyen-Âge, en Allemagne, en Italie, en Espagne, il y a sur une visière qu'on peut relever. Et je sens comme j'ai un casque de chevalerie, et on enlève la visière, tout se pose dans l'arrière-tête. Là, je trouve une espèce d'immense confort, d'immense tranquillité. Et là, je vois totalement combien, quand je suis triste, je me fous complètement de ma fille, uniquement de ma propre tristesse égotique, qui n'est en rien ma fille, et que si jamais ma fille meurt, ou si elle vit, en aucun cas, elle a besoin d'un père triste, elle a besoin d'un père présent. Et il y a une espèce de clarté qui vient, et puis progressivement, cette clarté s'en va, et puis 2-3 heures après, je me mets de nouveau à penser à ma fille. J'ai une larme qui revient, j'ai une tristesse, j'aurais pu, j'aurais dû, blablabla. Et de nouveau, j'ai cette explosion step back. Ça s'est fait 3 fois en 8 heures de vol. Au point que quand je suis arrivé à Dallas, à la douane, au Chicago, j'oublie, je crois que c'était Dallas, le douanier me dit pourquoi vous venez. Je dis ma fille est en train de mourir à l'hôpital. Il me dit c'est pas vrai. Il me dit si votre fille est en train de mourir, vous n'avez pas cette tête. Alors je lui dis écoutez, appelez l'hôpital. On les douanes, non, appelez l'hôpital. Il est revenu avec une sale tête quelques temps après. Il m'a dit je suis désolé. Donc je vais enlever le tampon, je suis rentré. Tout ça pour vous dire que je me suis rendu compte à ce moment-là que ce qui rendait triste, ce n'était pas du tout la mort de ma fille, parce qu'honnêtement, je ne savais pas, et je ne sais toujours pas quel est le bon moment pour elle de mourir. Est-ce que c'était à 16 ans, à ce moment-là? Est-ce que ce serait maintenant à 40? Est-ce que ce serait à 95 ans ou 99 ans? Mais je ne suis pas Dieu. Je ne compte pas pour Dieu. Donc, je ne sais pas quel est le bon âge pour ma fille de mourir. Donc, je n'ai aucun... Si quelqu'un me dit choisis, je dis je ne choisis pas, je ne sais pas. Pour ma fille mourra au bon moment, quel que soit son âge. Et quand on ne se prend pas pour Dieu, quand on ne prétend pas savoir quel est le bon moment que sa fille meurt, on ne peut pas souffrir. Il reste une practicalité, une fonctionnalité. Et quand je suis arrivé prêt à ce qu'elle meure, prêt à ce qu'elle vive. Et dans tous les cas, c'était cette présence, cette intensité qui pour moi devait être l'essentiel de notre rencontre, et non pas un pleur, un père triste parce que ma fille meurt, ou gai parce qu'elle ne meurt pas. Ça m'aurait paru d'ailleurs tout à fait déplacé, parce que quand j'ai passé après 15 jours dans les urgences, il a fallu 15 jours pour qu'elle s'en sorte, et tous les jours, il y avait des enfants qui mouraient aux urgences. Et je me rendais compte combien ça aurait été déplacé d'être heureux qu'elle vive alors que d'autres mouraient des fois, ou d'être triste qu'elle meure alors que d'autres les s'en sortir. Donc il y avait une espèce de clarté où la vie et la mort étaient ce que c'était, et la moindre participation à l'un ou à l'autre me paraissait presque moralement inappropriée. Alors voilà, chacun vit son expérience, etc. Mais je veux dire que, rendez-vous compte que la tristesse, la peine à l'idée où vos enfants meurent, c'est effectivement la vôtre, c'est un poids pour eux. Vous devez les aimer pour qu'ils vivent et pour qu'ils meurent, parce qu'ils vont mourir, ça fait partie de la vie. Et vous n'allez pas leur refuser de faire du parachutisme parce qu'ils risquent de mourir, de prendre une voiture parce qu'ils risquent de mourir, parce qu'ils ont fait des tas de choses de risque de mourir, ça s'appelle la vie. Et vous devez les laisser libres de vivre et mourir. Faites ce que vous pouvez, bien sûr. Si vous leur achetez une voiture, vous dites, faites attention, voilà, quand tu bois trop, ne conduis pas. Mais je dirais, ça s'arrête là. Donc revenez à vous-même et créez cette tristesse, cherchez pas
Vous êtes intelligent, vous avez vu, ça ne servait à rien. Vous dire pourquoi je suis triste, on s'en fout pourquoi. Les ressentez. Pensez à vos enfants, vous avez peur qu'ils meurent, peu importe pourquoi. Comment vous savez que vous avez peur? Si votre chien vous demande comment tu sais que tu as peur, qu'est-ce que vous allez dire à votre chien? Je le sens, vous sentez où? Dans la gorge, dans la poitrine, dans le ventre, dans le bas-ventre. Devenez l'espace dans lequel vous allez explorer affectueusement, sensoriellement, cette peur. Vous n'avez pas peur, vous sentez la peur. Explorez ça. Et bien un jour, il y a cette sensation de peur va se développer, s'étaler. Et à un moment donné, ce qui se déploie quitte sa caractéristique, il va quand même se mourir. Et tôt ou tard, vous verrez l'amour que vous avez pour vos enfants, l'intensité que vous avez avec vos enfants, va complètement vous libérer de cette peur de leur mort, de cette nécessité qui vivent. C'est la vie. Donc, il n'y a plus ces éléments-là. Il faut l'explorer. Donc, explorez-le par votre peur, mais c'est un cadeau que vous faites avec vos enfants. Quand vous avez peur pour eux, dans cet implant, vous les brimez un petit peu. Et quand vous serez vraiment libre, qu'ils vivent et qu'ils meurent, vous aidez à leur liberté. C'est votre rôle. Merci. Bonsoir Eric. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. J'aurais souhaité vous demander s'il y avait une promesse de libération dans le tantrisme du Cachemire ou une promesse de samadhi. Je ne suis pas tout à fait sûr s'il y en a une ou pas, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas. Et ça me plaît assez pour dire la vérité. Et voilà, je me demandais s'il y avait une promesse de libération ou alors si tout était déjà acté. Voilà. Vous savez, une tradition spirituelle se base sur le présent. Le présent, par essence, c'est son futur. Donc, une libération serait une prétention à un futur, finalement. Donc, bien sûr, toutes les traditions ont un aspect religieux. L'aspect religieux, c'est l'aspect temporel. Et donc, dans le Tantra Loka, dans le chapitre 37, Rabbi Gupta va parler de ce que vous dites, d'un futur, etc. Pourquoi pas? Et ça, c'est l'aspect religieux. Nous, ce qui nous intéresse, ce que Jean-Clain a retenu, on va dire, du Cachemire, il y a cet accent sur l'instantanéité, cet accent sur le silence. Là, il n'y a pas de promesse parce qu'il n'y a personne pour les tenir ou pour recevoir cette promesse. Vous êtes essentiellement, vous avez posé une promesse le soir pour mourir. Vous êtes comme ce soir, vous allez mourir. C'est pas négociable. Voilà. Ce corps va mourir, votre psychisme va mourir. Tout va s'éteindre dans le silence ce soir. Ça, c'est une promesse qu'on peut vraiment vous faire. Et entre deux pensées, entre deux perceptions, il y a cette promesse aussi que la pensée se meurt dans le silence, que la perception se meurt dans le silence. Donc, il n'y a pas de nécessité de s'encombrer d'un futur, il faut laisser ça aux hommes politiques. Nous, on ne fait pas de politique, on n'a pas de futur. Le présent est suffisamment beau, suffisamment riche pour se passer de cette fantaisie-là. Par contre, bien sûr, du religieux, le Shiva du Cachemire est aussi une tradition religieuse, traditionnelle tantrique indienne, et comme toutes les traditions religieuses, de l'aspect temporel, bien sûr qu'on est un passé, un futur.
avec à peu près les mêmes formulations que les autres courants indiens ou que les courants chrétiens ou que les courants musulmans, parce que le cerveau humain est le même partout. Donc, qu'il soit jaune, noir, vert ou bleu, les êtres humains on n'est pas particulièrement créatifs et on répète un peu partout le même bêtisier, qu'est-ce que soit la conceptualisation qu'on va en faire, qu'elle soit taoïste, qu'elle soit orthodoxe, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit védantique, qu'elle soit tantrique. Je veux dire, le bêtisier humain a encore un grand espoir devant lui, c'est comme en politique. Mais pour ce qui est de l'essentiel, il n'y a pas d'espoir et surtout il n'y a pas de garantie. La spiritualité, c'est la totale insécurité. Quand on essaie de la religion, c'est la totale sécurité. Celui qui a une dynamique religieuse cherche la sécurité, qui veut un Dieu qui va le protéger, qui veut le sauver, etc. Et c'est respectable, la plupart des êtres humains fonctionnent comme ça. Mais la métaphysique, c'est le contraire de la sécurité. La métaphysique, c'est comme s'engager dans la religion étrangère. La devise de la religion étrangère, c'est « vive la mort ». La devise de la plupart des armées, c'est « comment arriver à survivre ». Donc, nous, on a un tempérament plutôt légionnaire. Et donc, en métaphysique, il n'y a pas de sécurité. Madame Guyon, Maître Écart, les grands mystiques chrétiens, toutes les traditions ont parlé de cette insécurité. Abdelkader en a magnifiquement parlé dans le livre des Haltes, etc. Toutes les traditions orthodoxes, c'est-à-dire parlent de cette insécurité, pas comme quelque chose de négatif, pas l'insécurité comme les gens qui disent « ah oui, mais dans le monde, il y a l'insécurité, non, ça c'est les bourgeois, on les laisse changer de gouvernement ». Mais non, la vraie insécurité, c'est-à-dire ne rien pouvoir savoir. Le je suis est sans objectivation possible. Le je suis ne peut jamais être ni pensable, ni expérimentable, ni conceptualisable. Voilà. Ça, c'est la totale insécurité. Être sans passé et sans futur, sans proche, sans éloignement, sans temps, sans espace, sans direction. On peut aller d'un point à un autre, sinon ça créerait de l'espace, ça créerait du temps. Donc tout l'art traditionnel est cette instantanéité libre de toute causalité potentielle. C'est pour ça que une des grandes déités de l'approche tantrique, c'est Chamunda. Pourquoi c'est Chamunda? Toutes les déesses indiennes ont des seins gonflés du potentiel de la création. Chamunda a les seins plats, vides de tout potentiel de création. C'est-à-dire cette essentialité sans aucune dynamique vers un espace-temps potentiel. C'est ça la vraie insécurité. Donc pour nous, l'insécurité, c'est le cœur de la vie. C'est pour ça que traditionnellement, seuls les ascètes peuvent vivre avec des shamandas, parce que sinon, ça amène la destruction, la maladie et la mort. Donc, l'insécurité, c'est le cœur de la démarche. C'est pour ça que les démarches traditionnelles conviennent à très peu de monde. Les gens ont besoin de sécurité, ils ont besoin de religion, ils ont besoin de gourou, ils ont besoin de savoir, ils ont besoin de progression, ils ont besoin de purification, ils ont besoin de tout cet imaginaire qui n'existe pas, bien sûr, mais qui est une représentation allégorique de notre limite intellectuelle et affective. Et la voie directe et sans ces limitations. La voie directe, c'est la totale insécurité. Donc le samadhi, la libération, on laisse ça aux gens religieux et c'est tout à fait approprié. Merci.
Bonsoir Eric. Pendant des années, j'étais dans une situation financière difficile et là récemment, au niveau professionnel, ça se débloque. Il y a plein de choses super qui arrivent. Et alors, il y a une partie de moi qui s'en réjouit et en même temps, je sens une partie qui a peur du changement, alors que c'est ce que j'attendais depuis des années. Et je suis assez surpris de cela. Ouais. Vous avez maintenant les moyens de vous payer un bon psychanalyste qui devrait arriver à éliminer cette peur et vous décharger une grande partie de vos capacités financières. Mais sinon, bien sûr, l'inconnu fait toujours un peu peur, et dans un sens ou dans l'autre, et l'argent peut faire autant peur que l'inconfort financier, bien sûr, comme la réussite amoureuse peut être plus mise en question plus que l'échec aussi des fois, donc ça dépend du caractère. Mais vous savez, c'est la répétition qui crée la fonctionnalité. Donc, si vous avez eu peu d'argent pendant longtemps, maintenant cette situation change. Ben, oui, c'est normal, il faut une adaptation, il faut une forme d'intelligence, parce que quand on a plus d'argent, on est plus sollicité par tout l'environnement qui s'invente, on va dire, qui arrive avec l'argent. Donc, soyez intelligent, soyez attentif. Voilà, vous ne laissez pas attraper par les leurs de tous les imaginaires. La plupart des gens utilisent leur argent pour sentir la sécurité. Au contraire, utilisez votre argent pour vivre l'insécurité, c'est-à-dire pour... vous n'êtes pas obligé de vous approprier des objets de sécurité, d'avoir les derniers ceci, les derniers cela, au lieu d'acheter votre vie. Soyez de plus en plus fonctionnel, mais ça vous permet une vie intelligente. Si vous avez plus d'argent, vous pouvez plus manger des produits bio, vous pourrez vivre avec des matériaux moins polluants que toute l'école, des meubles Ikea, vous allez pouvoir respirer un air meilleur selon où vous vivez. Voilà, vous faites-le intelligemment, ça fait partie de la vie. Et puis, si un jour vous avez moins d'argent, vous reviendrez à votre manière de fonctionner. Ça, on ne peut pas savoir. Donc, mais quand ça va passer, en soi, ce n'est pas un gros problème. Mais c'est vrai que le changement est... L'argent, comme n'importe quelle appropriation, peut amener une forme d'instabilité, mais ça va se régler chez vous. Il y a des psychanalystes très gourmands. Si vous avez trop d'argent, allez voir un psychanalyste qui vous ruinera progressivement, et peut-être ça a en plus un effet psychologique, donc ça peut avoir un double effet positif. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. J'ai une question un peu bête, peut-être. C'est je fume. Donc, ça fait un bout de temps que j'essaye d'arrêter. Bon, c'est un peu classique. Et depuis que je pratique, tel que vous l'avez enseigné pendant une rencontre à Marseille il y a 2 ans, je me rends bien compte de plus en plus, et ça devient de plus en plus fort, que ça entrave tous les canaux, je ne sais pas comment on appelle ça, mais je sens dans mon corps tous les impacts partout. Et j'ai beau j'ai beau avoir compris tout ça, j'ai beau le voir, et il n'y a aucun acte de volonté. Je comprends bien qu'il n'y a pas d'acte de volonté à faire. Vous dites, bon, bah, si c'est là, il faut être... ça partira tout seul le jour où ça partira. Bon, mais ça continue à entraver, ça continue à encrasser. Et voilà, je ne sais pas comment faire. Est-ce que j'imagine bien que vous n'avez pas une solution miracle, mais je la pose quand même. J'ai envie de poser ça. L'addiction est quelque chose de très complexe. Et moi, effectivement, je n'ai aucune, vous avez raison, aucune compétence là-dessus. En tout cas, il ne faut pas se battre, gagner, perdre, gagner, perdre, gagner, perdre. Si vous arrêtez de fumer, vous reprenez
c'est vraiment pas bon. Vous allez vous arrêter, vous reprenez, c'est encore moins bon. Si vous arrêtez une troisième fois, vous reprenez là, franchement, au niveau de la catastrophe. Il vaut mieux continuer à fumer. Essayer modérément de, des fois, diminuer un tout petit peu. Mais franchement, rendez-vous compte, le problème n'est pas là. Parce que peut-être vous n'allez plus fumer, vous ferez autre chose. Peut-être vous allez manger, peut-être vous n'allez pas manger, vous ferez autre chose. Donc, il y a des gens qui supportent très bien la fumée. Moi, je connais des gens qui fumaient. Puis il y en a pour qui c'est moins facile, c'est vrai. Mais dans tous les cas, vous avez raison, ce n'est pas entre vos mains. Donc, je dirais, essayez, je dirais, toutes les thérapies possibles. Moi, je suis vraiment pas compétent là-dedans. Moi, je n'ai jamais fumé, en tout cas, de cigarette normale. Et donc, je ne connais pas l'addiction là-dessus, je la connais sur d'autres choses. Et c'est jamais un cadeau, c'est jamais facile. Par contre, soyez pas obsessionnel là-dessus. Ne dites pas, le problème de ma vie, c'est la cigarette, tout le reste, ça va, mais alors ça, c'est terrible. Non, non. Votre vie, c'est une totalité. Dans cette vie, il y a de nombreuses parties qui sont intelligentes, qui sont claires, et puis il y a également d'autres parties, comme chez nous tous, qui sont moins claires. Et la cigarette, c'est un problème aussi. Mais c'est un problème parmi d'autres. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de quitter l'essentialité de ce problème. Par contre, vous devenez très sensible dans ce que vous dites, c'est super, parce que c'est par là qu'il y a une solution qui va se faire. C'est-à-dire que quand vous avez envie de fumer, sentez-le. C'est un peu comme quand vous avez envie de faire l'amour, vous voulez tout de suite sauter sur quelqu'un. Il y a un peu ce mouvement intérieur. Un peu comme vous êtes écrivain, vous voulez décrire voilà, cette personne qui a envie de fumer, comment il se sent dans la poitrine, dans la gorge, dans la salive. Voilà, sentez bien ça. Quand vous allez prendre votre cigarette, sentez-le. Votre paquet, comment ça se passe, quand vous ouvrez le paquet, le bruit du paquet, la couleur du paquet, regardez les superbes images qu'ils ont mis sur le paquet. Prenez la cigarette, sentez si c'est une allumette, si c'est un briquet, est-ce que c'est une qualité de briquet, le bruit quand le briquet se ferme, ce bruit, etc. La chaleur, le petit bruit de la gorge, sentez l'odeur, ensuite le bout de vos doigts, sentir après le relent, après sentir un peu l'odeur de votre peau, etc. Il faut vraiment le faire comme une exploration purement artistique, purement sensuelle. C'est pas là que quelque chose va se faire. Le matin, quand vous vous réveillez, il y a peut-être un certain goût, cette odeur, vous ressentez. Pas de commentaires. Vous n'êtes pas là pour donner des bons points, des mauvais points, vous avez passé l'âge des classes infantiles. Vous êtes là pour sentir. Et au plus vous allez sentir, au plus des fois, il se peut qu'un jour, vous allez sentir le mouvement de la cigarette, vous allez allumer la cigarette, vous allez tirer la cigarette, et puis vous n'allez pas avoir envie de totalement la finir. Et puis une autre fois, encore un peu moins la finir, et puis un peu moins la finir, et puis une fois, vous allez la prendre, vous allez l'allumer, puis la jeter, puis vous allez la prendre, vous n'allez même pas l'allumer. Vous allez la prendre, vous n'allez pas la prendre. Puis il y a un peu de progression qui va se faire comme ça, à condition que vous soyez totalement honnête avec vous-même et que vous ne participiez jamais psychologiquement. Le moindre mouvement de dire je peux la prendre, je ne la prends pas, vous avez réactivé le mécanisme. Vous sentez de la prendre, qu'est-ce que vous faites? Vous la prenez. Vous sentez de l'allumer, qu'est-ce que vous l'allumez. Vous sentez d'aspirer, qu'est-ce que vous l'aspirez. Vous ne retenez jamais. Mais sentez le mouvement, et quelque chose va se faire éventuellement progressivement là-dessus. Je suis convaincu. Et luttez pas de guerre, ce n'est pas un ennemi à vaincre, c'est quelque chose, c'est une porte pour vous, c'est très important pour vous, mais vous devez l'aborder avec une immense affection, une immense amour, un immense respect, parce que c'est parce que c'est important que c'est venu chez vous comme ça. C'est en acceptant cette importance que ça va se révéler. Et si vous dites tout va bien, j'ai un petit problème là, je vais essayer de le résoudre, ça ne marche pas comme ça. Merci. Merci à vous. Nous vous remercions énormément, Eric, pour cette soirée, cette conférence. Et nous avons le séminaire de yoga qui commence demain à 10h. Merci à tous ceux qui se sont inscrits. Et belle soirée à tous. Merci encore, Eric. Merci à vous. Merci, au revoir.
Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci et bonne soirée.